Bonsoir, enfin bonjour plutôt, bonjour. J'ai tellement l'habitude de faire des vidéos le soir que je vous dis bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui rejoignent ce direct. Excusez-moi, je vais juste arranger la luminosité, voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Je vous salue tous où que vous soyez. Aujourd'hui, je suis venue faire ce direct, toujours dans le cadre du mois dédié à la femme, de ce mois de mars dédié aux droits des femmes. Je vous avais dit que les droits des femmes ne se, comment dire, pas ne se célèbrent, mais ne se commémorent pas seulement le 8 mars, mais c'est tous les jours qu'on doit honorer la femme, qu'on doit la respecter, qu'on doit la choyer, la protéger. Et donc, je profite de tout ce mois qui n'est pas encore terminé pour vous faire part de mon vécu. Aujourd'hui, ça sera plutôt un témoignage que je vais vous donner. Je pense, enfin, je sais pas si vous avez vu que hier à Kinshasa s'est déroulée une manifestation contre les violences faites aux femmes, notamment les violences domestiques, les violences conjugales. Et je salue d'ailleurs l'initiative de ces femmes, de mes sœurs congolaises, qui ont eu le cran de se lever et de dénoncer. Je regrette tout simplement qu'il n'y ait pas eu plus de participantes à cette manifestation qui s'est tenue hier sur les marches du Palais du Peuple. Ça devait être à la base une marche pacifique, sur les marches du Palais de Justice. Ça devait être à la base une marche pacifique du Palais du Peuple jusqu'au Palais de Justice de Kinshasa. Mais apparemment, la marche n'a pas été autorisée et ça s'est terminé en sitting. Bon, je voulais à cette occasion présenter encore mes excuses à ma sœur Sandy Ngoy Amazon parce que c'est vrai que j'ai regretté dans un commentaire ou dans l'intitulé d'une vidéo, évidemment je les ai félicités pour cette initiative, mais j'ai regretté que les viols de guerre qui sont un fléau en République démocratique du Congo, dans notre pays, ne soient pas évoqués. Mais je n'avais pas compris parce que j'avais eu l'information que c'était une marche contre les violences faites à la femme. Donc, pour moi, ça englobait toute forme de violence, que ce soit les violences liées à la guerre, donc les viols de guerre, que ce soit les violences psychologiques et morales, et évidemment les violences domestiques, donc conjugales. Bon, j'avais pas eu la bonne information, mais à culpa, je pensais que c'était vraiment une marche, qui englobait toutes ces formes de violence, mais ma sœur Sandy Ngoy Amazon m'a expliqué qu'elles ont d'abord voulu cibler les violences conjugales qui sont, c'est vrai, un tabou en RDC, dans notre pays, mais pas seulement en RDC, mais dans toute l'Afrique et aussi dans le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que les Africaines qui sont victimes de violences conjugales. Je vous rappelle quand même que dans le monde, toutes les 3 minutes, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Donc je pense que c'est un combat qui engage toutes les femmes, pas seulement les femmes africaines, mais bon, vous savez que moi, je suis une militante, une activiste congolaise. Je suis d'abord une africaine et je parle surtout de ce que je connais de la société africaine, de la société congolaise dans laquelle nous évoluons. Nous femmes. C'est pas évident de vous faire part de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ceux qui le savent, excusez-moi. Voilà, ceux qui le savent, c'est pas la première fois que je me livre. Enfin, c'est la première fois que je me livre en direct sur ce que j'ai vécu. Je l'ai déjà écrit sur Facebook. J'en ai déjà témoigné, même dans les groupes de discussion, mais je vous en ai jamais fait part comme ça en live.
Et je profite de cette initiative de mes sœurs en RDC qui dénoncent les violences conjugales et du fait que nous soyons aussi le mois de mars, ce mois qui est censé honorer la femme, pour vous faire part de mon vécu. Moi, YMM, j'ai été victime de violences conjugales. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que nous connaissons au moins une femme, si ce n'est dans notre entourage, mais parmi nos connaissances, même éloignées, qui est victime de ce genre de violence. Malheureusement, nous le taisons. Comme je le dis, moi, aujourd'hui, je m'adresse surtout à nos frères africains, parce que je suis africaine, mais c'est vrai que ce message est aussi universel, ça s'adresse à tous les hommes en général. Voilà. J'ai été victime de violences conjugales. Je voulais simplement rebondir sur un commentaire un commentaire que j'ai lu sur ma page Facebook de la part d'une autre sœur qui disait que mais non, mais ces femmes sont bêtes, elles sont idiotes, pourquoi elles ne partent pas, etc., etc. Je voulais justement vous dire, non, ces femmes ne sont pas bêtes. Même la femme la plus intelligente du monde peut devenir complètement irrationnelle face à l'amour, face aux méandres de l'amour. Voilà, je pense que vous me connaissez, vous connaissez mon combat, mes combats concernant les violences contre les femmes. Vous connaissez mon militantisme politique, mais peut-être que beaucoup ne connaissent pas ma vie, parce que voilà, je l'étale pas à tout bout de champ, mon vécu, ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, c'est aussi mes cicatrices, mes blessures intimes que j'ai vécues, qui m'ont poussé justement à me lever, à porter haut la voix de toutes ces femmes qui sont encore dans le silence, qui sont encore dans la peur. C'est ce vécu aussi qui a fait de moi la femme aujourd'hui forte que vous connaissez, YMM, l'activiste, la militante, votre sœur de combat, etc., etc. Donc c'est pour ça aujourd'hui que moi, je veux briser le silence. Peut-être même que certains membres de ma famille ou mes amis, mon entourage ne le savaient pas. Évidemment, quand une femme et un homme se séparent, beaucoup de choses sont dites, mais nous, dans nos sociétés africaines, souvent nous taisons ce genre de violences qui sont des violences intimes, qui sont des violences rapprochées, qui sont des sujets tabous. Nous les taisons et nous regardons en silence, dans un silence complice, ce qui se passe dans nos foyers, sous nos toits. Voilà. Moi, j'ai été mariée à un homme que j'aimais, évidemment, le père de mes enfants. Tout se passait très bien, comme dans tous les couples. Nous avions nos hauts et nos bas, nous avions nos incompréhensions. Je ne dis pas aujourd'hui que si je me suis séparée, tout est de sa faute ou que tout est de la mienne. Dans un couple, c'est toujours 50-50, bien entendu. Mais il y a une chose qui est inadmissible au sein du mariage, quand vous, vous jurez devant Dieu que vous allez chérir votre femme, que vous allez la protéger, l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y a une chose qui est inadmissible, ce sont les coups. C'est la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit juste verbale ou morale. C'est de la violence et c'est tout à fait condamnable. Je m'adresse à nous surtout, chrétiens, nous les super chrétiens, qui usons et abusons des versets bibliques à tout bout de champ, à ces pasteurs, à nos familles qui mettent le mariage sur un piédestal, au détriment même du bien-être de la femme, du bien-être de vos sœurs, de vos mères, de vos filles. Vous mettez le mariage en haut, tout en haut de cette échelle sociale, ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui gardent le silence dans nos sociétés, pas seulement africaines, mais dans la société en général, parce qu'il y a l'œil
il y a cette pression sociale qui fait que on pense qu'une femme ne peut évoluer, ne peut exister qu'à travers le mariage au sein d'un couple. Pour qu'une femme soit valorisée, il faut que absolument elle soit madame un tel ou madame un tel, qu'elle soit la fiancée d'un tel ou la promise d'un tel. Non, la femme n'est pas un objet. La femme est une personne à part entière, avec ses sentiments, avec ses émotions, avec sa propre construction mentale, etc. Et ça, nous, les hommes africains, les hommes en général, doivent le comprendre. Je ne parle pas de ceux qui ne font pas preuve de violence. Évidemment, tous les hommes ne sont pas violents, tous les mariages ne se terminent pas en catastrophe, mais il faut savoir que ça existe. Il faut briser le tabou. Souvent on se tait parce que voilà, on a peur du qu'en dira-t-on. On se dit bah voilà. Les gens ne voient que ce qu'il y a, ne voient que la façade. Les gens ne voient que l'extérieur. Pour comprendre les choses, il faut être à l'intérieur du couple, à l'intérieur du foyer. Il y a des femmes, vous les voyez, elles sont pimpantes, souriantes, elles vont poser sur Facebook avec la dernière voiture que leur mari leur a offert, le dernier sac tendance, les bijoux, etc. Mais ces sourires cachent souvent bien des souffrances. Ces sourires cachent souvent beaucoup de détresse, de solitude et de peur. Et moi, je veux briser cette peur, je veux briser cette solitude, je veux briser cette souffrance parce que je suis passée par là, parce que l'œil de la société est impitoyable. Nos familles en elles-mêmes sont impitoyables parce que on nous dit voilà. Il t'a honoré, je sais pas en quoi le mariage est forcément un honneur. Le mariage est l'aboutissement de l'amour entre deux personnes. Ce n'est pas un honneur. L'homme ne nous fait pas honneur comme si hors du mariage, comme si en dehors du mariage, la femme est déshonorée. Je n'aime pas moi, ce langage-là que souvent qui revient, je n'aime pas cette phrase. Il t'a honoré. Mais en quoi il m'a honoré? Est-ce que c'est-à-dire que avant qu'il ne m'épouse, je n'étais pas une femme honorée? Excusez-moi, je reviens dans une petite seconde. Je vais juste chercher mon chargeur parce que vu que j'utilise ma 4G, mon téléphone se décharge vite. Accordez-moi 2 petites secondes et je reviens. À tout de suite. Me voici de retour. Je vous prie de m'excuser. Laissez-moi juste quelques secondes que je recharge mon téléphone. Sinon, nous allons être coupés. Et en plein direct, ça serait quand même dommage. Excusez-moi, hein, juste une petite seconde. Hop. Voilà. Donc, nous en étions où? Oui, j'étais en train de vous dire, voilà, je n'aime pas cette phrase-là, il t'a honoré. Comme si, en dehors du mariage, c'était le déshonneur. En dehors du mariage, c'était la désolation. Non. La femme s'honore elle-même par son comportement, par sa sagesse, par son intelligence, par sa qualité de vie, par son approche sociale, environnementale. C'est comme ça que la femme s'honore. Je voudrais aussi revenir sur ce sens-là de l'honneur fait à la femme, qui se rapproche surtout à l'enseignement chrétien, on va dire judéo-chrétien, que nous recevons dans nos églises, par rapport à ces pasteurs et nos familles qui sont imbibées là-dedans, vous savez, dans cette mentalité-là, qui dit évidemment que la femme doit être soumise, parce que voilà, on nous dit que l'homme
fait autorité sur la femme. Femme, soyez soumise. La soumission ne veut pas dire l'esclavage. La soumission, ce n'est pas ce que vous entendez dans le sens que la femme devient votre objet. La femme doit être complaisante et accepter tout et n'importe quoi au nom du mariage, au nom de l'amour. Non. La soumission, pour moi, j'entends ça comme une forme de respect. C'est-à-dire que femme, respecte ton mari. Tout comme il est écrit aussi que l'homme doit aimer sa femme. Il est écrit aussi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Alors, vous, les super chrétiens, vous les pasteurs qui encouragez vos oins, hein, vos sœurs, etc., vos filles dans les églises à rester dans des mariages où elles souffrent en silence, où elles sont martyrisées, où elles sont humiliées quotidiennement. Je ne sais pas quel genre de Bible vous lisez. Même si on dit qu'il faut pardonner, je ne sais pas quel genre de Bible vous lisez. Quand vous entendez que l'homme doit aimer sa femme, que les deux ne feront plus qu'une propre chair. Donc, c'est-à-dire que l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Est-ce que quand on s'aime soi-même, quand on aime sa propre chair, sa chair, on la martyrise, on la brutalise, on l'humilie, on lui impose des sévices psychologiques et physiques? Qui peut se faire ça soi-même, à moins d'être masochiste? Ce que vous entretenez, vous, les pasteurs, et nos familles, c'est du sadisme, c'est de la non-assistance à personne en danger. Quand une sœur, quand une de vos filles vient vous dire, maman, papa, ma tante, mon oncle, cousin, cousine, pasteur, prophète, mon mari me bat, mon mari me fait du mal, mon mari m'humilie, mon mari me trompe, et quand je lui demande quoi que ce soit, ou mon mari boit, quand je lui demande de moins boire, il me frappe, il me bat. Quand je parle au téléphone, qu'il me demande à qui tu parles et que je ne daigne pas lui répondre, sur le champ, il me bat. Quand le dîner est peut-être trop salé ou pas assez salé, ou trop cuit, pas assez cuit, ou que je suis fatiguée, que je rentre du travail, que je me suis occupée en plus de mon travail, je rentre, je dois m'occuper de mes enfants, superviser leurs devoirs, préparer leurs vêtements pour le lendemain, faire le ménage, la vaisselle, le dîner, et que quand tu es fatigué, que tu te refuses à lui physiquement, que tu lui expliques que tu es peut-être fatigué et que tu veux dormir, que ça devienne un problème, il va te dire que tu dois honorer ton devoir conjugal. Mais qu'est-ce que le devoir conjugal? Est-ce que le devoir conjugal est une obligation? Est-ce que la femme doit se soumettre à tous les désirs physiques de l'homme? Si je suis fatiguée et que je dis non, que ce jour-là je veux dormir, tout simplement parce que le lendemain je me lève tôt et que je dois laisser mes enfants à l'école, est-ce que ça doit devenir un sujet de discussion? Est-ce que ça doit devenir sujet à coups, à insultes, à humiliation? Est-ce que là, quand vous épousez les femmes, elles vous appartiennent? Elles deviennent vos objets? Vous avez pris l'enfant d'autrui dans sa maison, avec son éducation. Peut-être même que ses parents n'ont jamais levé la main sur elle, ne l'ont jamais frappée, même pas une gifle. Et vous la ramenez dans la maison du mariage au sein du foyer. Vous vous mettez à la battre parce que vous l'avez honorée. Vous l'avez honorée. Parce que sans vous, elle était déshonneur. Parce que sans vous, cette femme n'existait pas. Elle vous a attendu dans la vie pour vivre, pour respirer, pour exister. En dehors de vous, elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas d'appui. Elle n'avait pas de famille. Elle était seule. Vous, mari, violent, je parle bien des maris violents, je ne mets pas tout le monde dans le même sac.
Vous pensez que vous représentez l'univers de cette femme? Que vous êtes tous au monde? Vous commencez, jaloux que vous êtes, à la couper de son entourage, à l'isoler, pour mieux la dominer. Parce que la plupart de ces maris violents sont des grands manipulateurs narcissiques. Des gens à double face, des psychopathes, des schizophrènes. En dehors de la maison, ils sont tous sucre, tout miel. Devant vos familles, ils sont tous sourires. Ils sont humbles. On ne croirait même pas que c'est cette personne-là qui vous violente, qui vous martyrise. Mais pourtant, c'est la même personne. Vous voyez le degré de folie de ces gens-là, de ces hommes-là. À l'église, ils prient, ils donnent des offrandes, des dîmes. Souvent, les pasteurs les citent en exemple de la communauté. Regardez, notre frère un tel. Encore ces pasteurs-là qui aiment l'argent. Qui jugent les gens par rapport au nombre d'offrandes qu'ils donnent dans les églises. Vous êtes là un dimanche, on vous fait passer devant pour vous bénir. Un couple exemplaire, entre guillemets. Regardez notre frère. Il a réussi socialement. Il a acheté une belle voiture à sa femme. Oui, moi, j'avais une belle voiture. Neuve, que mon mari m'avait achetée, c'est vrai. De ce côté-là, il me gâtait. Il me donnait tout ce que je voulais. C'était un homme très généreux. Financièrement parlant. C'était un homme gentil. Mais, d'un moment à un autre, il pouvait péter les plombs comme ça. Pour un rien. Et ça dégénérait. Devant les enfants. J'étais enceinte de 6 mois de mon fils. Un jour, il est parti, ils avaient un pot au boulot. Ils avaient une célébration, ils avaient remporté un contrat dans son travail. Et ils avaient un pot. Et il avait la grippe. Histoire vraie, ma petite sœur témoin était là. Il avait la grippe, il était sous antibiotiques. Alors je lui ai donné un conseil en tant que femme qui aime son mari. Je lui ai dit, écoute, mon chéri, ne bois pas trop. Ne bois pas trop parce que tu es sous antibiotiques. Donc le mélange des antibiotiques avec l'alcool, c'est pas bon. Tu risques d'être malade. Il m'a dit oui. Il est parti à son pot. Il est revenu. Il était ivre. Évidemment, je crois il était sous antibiotiques, il a bu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vomi toutes ses entrailles sur le tapis parce qu'on avait à l'époque, là où on vivait en province, toute la maison était... toute la maison était, comment dire... toute la maison était pleine de moquettes. Il y avait de la moquette partout dans le séjour. Donc il a vomi. Et vous savez, les femmes enceintes, les odeurs, déjà en temps normal, je ne supporte pas les odeurs fortes. Alors là, l'odeur de vomi, c'était horrible. Donc je sors de la chambre, je l'entends vomir, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois vomir partout. Je lui dis, mais c'est pas possible, je t'avais dit de pas boire. Pourquoi t'as bu? Je prends un seau, je commence à nettoyer le vomi. Et moi-même, je suis prise de nausée. Je me retiens pour ne pas vomir, enceinte de 6 mois. Je me mets à 4 pattes sur le tapis, je commence à nettoyer. Il vient, donne un grand coup de pied dans le seau. Il répand de l'eau encore partout et toutes les salissures que j'avais nettoyées se répandent encore sur le sol. Je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Il m'attrape par les cheveux, il commence à me gifler, il me donne des coups dans le dos. Il me donne des coups dans le bas du ventre. Enceinte de 6 mois. Mes frères, mes sœurs. Je commence à hurler de douleur. Je tombe par terre. Ma petite sœur, qui vivait avec nous à l'époque, sort de sa chambre, se met à hurler. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ma sœur? Tu veux la tuer? Ma fille avait 3 ans et demi, 4 ans. Elle sort de sa chambre, on pleure. Il y avait du sang partout. Je commençais à avoir des contractions. J'ai demandé à ma petite sœur
d'appeler les pompiers et la police. Les pompiers sont arrivés, m'ont trouvé par terre, et lui, dans un coin, après m'avoir tabassé, il cuvait son alcool dans un coin. On m'a emmené à l'hôpital par les pompiers avec ma sœur et ma fille. Je me suis retrouvée à l'hôpital, mon col était dilaté. Le cœur du bébé, ça n'allait pas. J'ai failli perdre mon fils. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital. Pendant la semaine où j'étais à l'hôpital, il n'est pas venu me visiter. Il a attendu que ma sœur aille raconter à mon pasteur de l'époque ce qui s'était passé. Le pasteur est venu me voir à l'hôpital. Et c'est là que lui, il est venu. Parce que le pasteur lui avait prêché. Mais moi, je ne voulais pas le voir. Et ce pasteur, dont je ne tairai le nom, est venu me voir en disant, parce que j'avais porté plainte. Mais j'avais honte. C'est moi qui ai été battue. C'est moi qui ai subi les coups. Parce que j'ai demandé à mon mari, pourquoi tu as bu? Mais j'avais honte. C'est moi qui avais honte. J'avais honte, j'ai demandé à ma petite sœur de ne pas le dire à ma mère, de ne pas le dire à mes parents, de ne pas le dire à la famille. Il y avait notre témoin de mariage, non, le parrain de... Celui qui allait devenir le parrain de mon fils, qui était mon beau-frère à l'époque, il le sait, je ne citerai pas son nom. Il est venu, ils étaient avec le pasteur, la femme du pasteur. Ils m'ont dit, oui, voilà, ce qu'il a fait, c'est très grave, évidemment. C'est très grave. On comprend ta douleur. Alors que j'étais à l'hôpital sous perfusion, que je ne savais pas si j'allais perdre mon fils, si j'allais accoucher prématurément. Sur le lit d'hôpital, on me dit, voilà, tu vois, la femme doit supporter. La femme doit endurer. C'est aussi le fardeau que Dieu t'a donné. Le mariage, c'est pas facile. Le diable cherche des moyens. Le diable cherche à casser les unions, à casser le mariage par tous les moyens. Donc, ma soeur, il faut être patiente. Il faut prier pour lui, il faut prier pour ton mari. Il va changer. Prie, pardonne. Pour que Dieu touche le cœur, de ton mari et qu'il change. J'ai dit, mais vraiment, pasteur, j'avais l'œil tuméfié, un hématome à l'œil. J'avais le nez complètement épaté, ensanglanté. Je voyais que d'un œil, ma bouche était dans un état, mais même les flics, la police, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est pas possible. Madame, si vous portez plainte tout de suite, on l'arrête. On l'arrête, on le fout en tôle. J'ai porté plainte. Il est parti au commissariat, il était en garde à vue. Mais on m'a fait un tel lavage de cerveau que c'est le père de tes enfants. En plus, on avait eu notre fille avant de se marier. Et mon fils est venu après le mariage. Donc ce que je vous dis là, c'est passé environ presque 1 an ou 7 mois, 8 mois après le mariage. Et on m'a dit, voilà, vous venez à peine de vous marier, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants, il t'a honoré, il m'a honoré. Comme on dit chez nous, Zala na mote ma yabo maman, Zala na mote ma monene. Donc, et un cœur de maman et un grand cœur. Une maman pardonne, une maman couvre. Mais c'est quoi votre délire? Est-ce que moi je suis la maman de cet homme-là? Maman, 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 maman. Est-ce que je suis sa mère? Est-ce que c'est moi qui l'ai éduqué? Est-ce que c'est moi qui lui ai donné le sein? C'est quoi être une maman? C'est quoi avoir un grand cœur? Moi, en tant que mère, la façon dont j'éduque mes enfants, la première chose, surtout à mon fils, que je lui inculque, c'est le respect. Le respect de lui-même, le respect d'autrui, le respect de sa grande sœur, le respect de ses cousines, de ses tantes, de sa grand-mère, etc. Je lui inculque le respect.
Parce que quand vous inculquez le respect à votre fils, il grandira en ayant cette notion de respect dans sa tête. Il aura du mal à brutaliser sa femme. Il aura du mal à l'humilier. Il aura du mal à lui manquer de respect. C'est ça qui est important. C'est ça notre rôle à nous femmes. Nous qui mettons au monde, nous qui portons des enfants, nous qui les éduquons. Donc si cet homme-là ne connaissait pas la notion de respect, peut-être qu'il a vu au sein du foyer de ses parents, peut-être la violence, où il l'a vécu de toutes les manières possibles, j'en sais rien. Mais moi, je ne suis pas sa mère. Les femmes n'ont pas vocation à être les mamans de leur mari. Je suis ta compagne, je suis ta moitié, je suis peut-être ton soutien, je suis ta femme, ton amie, mais je ne suis pas ta mère. Je n'ai pas à t'inculquer les notions de respect, je n'ai pas à supporter l'irrespect dont tu fais preuve envers moi. Si tes parents t'ont mal éduqué, si ton éducation a été ratée, ce n'est pas au sein du mariage que tu seras éduqué. À moins vraiment qu'un miracle se fasse et que Dieu vraiment touche ton cœur. Mais pour ça, il faut que l'homme aussi ait la volonté de changer. Il faut qu'il ait cette volonté de changer. Et ça, la plupart de ces hommes, des manipulateurs narcissiques, ne changent pas et n'ont pas la volonté de changer. Devant les autres, ils font semblant, oui, j'ai compris. Il va même se mettre à genoux parce qu'évidemment, combien de fois il s'est mis à genoux devant moi en me demandant pardon. Je ne recommencerai plus. Tu es ma femme, je t'aime. Je ne sais pas quel démon m'a pris. Quel démon? Il faut laisser les démons tranquilles. Quel démon? C'est toi-même le démon, c'est toi-même le sorcier. Aujourd'hui, si je le dis, c'est parce que je n'ai plus aucune haine envers lui. Si j'ai mis du temps à en parler, c'est parce que peut-être les cicatrices n'étaient pas encore refermées, guéries. Aujourd'hui, si je combats pour le droit des femmes, parce que certains me disent, oui, tu parles des femmes violées, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais des viols en RDC, etc. Est-ce que pour être sensible à ce qui se passe en République démocratique du Congo, à ce qui arrive à nos sœurs, il faut avoir été soi-même violé? Est-ce que ceux qui condamnent le nazisme, les camps de la mort, etc., ont tous été à Auschwitz, ont tous connu la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et l'oppression? Non. Justement, nous qui sommes libres, nous devons combattre, nous devons élever haut nos voix pour ceux qui manquent de liberté, qui sont opprimés et qui ne peuvent pas s'exprimer. Moi, qui étais enfermée dans cette prison dorée qu'on appelle le mariage, qui n'était pas heureuse, qui faisait semblant de l'être, pour plaire à ma famille, pour plaire à la société, pour le bien de mes enfants, on se trouve toujours des excuses. Comme ce pasteur qui me disait, voilà, il t'a honoré, ma soeur prie. Dieu va toucher son cœur. Ma soeur pardonne. Quand ils vous disent, ma soeur, couvre les méfaits de ton mari, parce qu'une femme doit protéger son mari. Ne laisse pas les personnes de l'extérieur voir les défauts de ton mari. Ça, c'est de la complicité. Et ça, je le dis carrément, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Que ces pasteurs qui vous parlent comme ça n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Parce que Dieu est amour. Quand on aime, on ne fait pas du mal à celle qui est, soi-disant, sa moitié. Celle qui représente ta propre chair. Vous pensez que ce Dieu-là qui est amour, mes sœurs chrétiennes, qui êtes dans un mariage aujourd'hui où vous souffrez, où vous vous taisez, juste pour vous conformer à l'image que la société, vos familles, vos amis, votre église a de vous, vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Que vous restiez dans de tels mariages, dans une telle souffrance? Mais c'est que vous comprenez mal ce Dieu-là. On nous dit que nous recevons mal parce que nous demandons mal.
Ma sœur, quand tu t'es mariée, quand tu as décidé de sceller ta vie, c'est-à-dire avec cette personne, quand tu as demandé un mari, un fiancé à Dieu, est-ce que tu avais demandé les coups qui vont avec? Tu avais demandé un mari boxeur? Tu avais demandé de devenir un punching ball, un sac de boxe? Non. Tu avais demandé quelqu'un qui te comprendrait, qui te protégerait. Quelqu'un avec qui vous allez cheminer ensemble dans la vie, avec qui tu partagerais tes doutes, tes peurs, tes espoirs. Quelqu'un avec qui tu allais grandir, tu allais vieillir, avec qui tu allais élever tes enfants. Tu n'avais pas demandé Mike Tyson dans ta maison, hein? Donc, il faut arrêter. Mes sœurs, on a vu le cas de notre sœur Linda, qui est restée dans un mariage. J'ai entendu le témoignage de sa sœur, que je salue, que je félicite, qui a eu le courage de témoigner au nom de sa sœur qui n'est plus. Elle nous a expliqué comment le mari de sa sœur tabassait sa sœur, comment ce manipulateur narcissique, ce malade mental, lui a demandé même d'aller nettoyer après qu'il ait bien rossé sa sœur. Il y avait du sang partout, etc. Elle a pris des photos. Les photos que nous voyons sur Facebook et qui circulent, c'est elle qui les a pris. Je lui tire vraiment mon chapeau. Mais ce qui est dommage, c'est que la famille, aujourd'hui, pleure sa fille, leur sœur, qui est partie, elle ne reviendra plus. Cette famille, si peut-être elle avait réagi à temps, si elle avait été contre la volonté de leur fille, parce qu'apparemment ils étaient contre ce mariage. C'est vrai que c'est pas facile hein, de dire à une femme comme ça, voilà, laisse ton mari, abandonne ton foyer. Tu vas regarder, voilà, on a construit tout ça, on a une maison, on a une voiture, et surtout quand on a des enfants, priver les enfants de leur père, etc. C'est pas facile, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Faut pas blâmer ces femmes qui restent... moi, je suis restée mariée 7 ans, mais j'ai eu 11 ans de vie commune avec cette personne. On peut pas partir comme ça du jour au lendemain. On veut... comment dire on veut croire que la personne va changer. On regarde les enfants. Et évidemment, ce qui est difficile, hein, ce qui nous fait rester, c'est les moments de bonheur. Il peut avoir 99% de temps où vous êtes dans la peine, dans le malheur, dans la détresse, dans la souffrance. Mais s'il y a seulement 1% de temps où vous êtes heureuse, où vous allez au restaurant avec votre mari, il vous emmène en voyage, il vous offre des cadeaux, il vous dit qu'il vous aime, il se met à genoux et il vous demande de prier pour lui, il vous dit que ça ne se répétera plus, etc. Ben vous oubliez tout. Et pendant les 99% de temps où vous souffrez, vous pensez à ces 1% de temps où vous êtes heureuse. Vous voyez? Donc c'est un engrenage. C'est un cercle vicieux. On culpabilise. C'est lui qui est en tort, mais on se cherche des torts. Ah, peut-être que je l'ai énervé. Non, peut-être que j'ai parlé trop fort. Peut-être que je lui ai mal répondu. Ah, j'aurais pas dû être fatiguée, j'aurais dû céder quand il avait envie de moi, etc. au lit. Peut-être que je devrais moins parler au téléphone. Peut-être que je n'aurais pas dû inviter mes amis à la maison. Mes amis l'ont agacé. Et patati et patata. On a toujours des excuses. Et quand tu as le nez fracassé, etc., que tu as des bleus, tu inventes encore des excuses. Je suis tombée dans les escaliers. Je me suis cognée contre la porte. Je me suis pris l'armoire à la pharmacie. J'ai glissé dans la baignoire. Voilà. Il te bat et tu lui trouves des excuses. Il te maltraite et tu l'encenses auprès de ta famille, auprès de tes amis.
À l'église, on vous montre comme un couple exemplaire. Soyez comme notre sœur Yuyu et son mari. Et vous verrez les merveilles de Dieu. Dieu va vous bénir. C'est pasteur. Peut-être lui-même aussi, quand tu vas te confier à lui, tu lui dis, tu lui racontes tes malheurs. Il veut pas entendre. Parce qu'il se dit, je veux pas être responsable peut-être du fait qu'un mariage se gâte. Ou si je sais pas, peut-être le frère va partir. Alors que le frère donne des dîmes, des offrandes à l'église. Hein? Il pense à tout ça, ces pasteurs. Alors que ils sont complices des violences que vous subissez. Peut-être que lui-même aussi, le pasteur qui te prêche, lui-même tabasse sa femme à la maison. Au nom de femme, soyez soumises. Vous voyez? On ne connaît la souffrance d'une personne que quand elle ouvre son cœur, elle vous parle. Combien parmi vous pensez peut-être que moi, j'avais vécu ces choses-là? On voit maman Yuyu, une femme forte, une femme qui parle au nom des femmes. Oui, je peux aujourd'hui parler au nom des femmes, de ces femmes qui sont violentées parce que j'ai connu cette violence. Et moi, j'ai eu le sursaut quand la violence, ce qui m'a fait sursauter, ce qui m'a fait réagir, c'est le jour où c'était trop. Le jour où, une fois de plus, il m'a frappé, il y avait du sang partout. On s'est réfugié avec les enfants. Que mes enfants me pardonnent. Peut-être que ça va les mettre mal à l'aise que leur mère parle de ce qu'ils ont vécu en étant enfants. Mais j'ai appris à mes enfants à être forts, à être fiers d'eux-mêmes, à être ceux qui soient fiers de tout ce qu'on a vécu ensemble. Ils savent, mes enfants, tout ce qu'on a traversé ensemble. Donc, je pense qu'ils sont assez grands aujourd'hui. Si j'en parle, c'est parce que ils sont majeurs, ils sont intelligents, ils sont équilibrés. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je peux en parler. Parce que mes enfants sont grands, ils sont de mon côté, ils me soutiennent, quoi que je fasse. Donc, ce jour-là, c'était encore une boucherie. Il y avait du sang partout dans le salon. Je me suis réfugiée avec les enfants dans la chambre. Il a défoncé la porte de la chambre. On était assis sur le matelas avec mon fils et ma fille. Je ne sais pas avec quelle force surnaturelle il avait. C'était comme si vraiment il était possédé par une espèce d'entité. C'était une force mais incroyable. Il a soulevé le matelas. Ça a projeté mon fils, ma fille. Je suis tombée. Là, je suis devenue complètement folle. Là, j'ai pété les plombs. Je suis partie au salon. Mon frère Charles Onjengi, ça va, Yuboni politique, comme Namakambaba, c'est mon frère, pardon. Soyons un peu sérieux. Pardon, mon frère, s'il te plaît. Tu es un homme. Je ne sais pas si tu penses que ce sont des blagues, ce qu'on est en train de raconter. Si tu penses que ce que je suis en train de dire, que je suis en train de livrer mon cœur, ma vie à nu pour que ça puisse aider d'autres sœurs. Mon frère, tu viens ici avec tes blagues, s'il te plaît, mon frère. Si tu n'as rien d'autre à faire, pardon, faut quitter la conversation, faut nous laisser. On est en train de parler de la violence faite aux femmes et mon frère, toi, tu viens nous dire, tu as laissé la politique, maintenant tu viens parler des femmes. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais ça aussi, c'est la politique, ça aussi, c'est une leçon de vie. Ça, c'est un témoignage aussi qui peut édifier nos sœurs qui sont en train de souffrir. Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Et en politique, il n'y a pas de volet social. Mais soyons sérieux quand même. On est en train de martyriser. C'est pour ça qu'on est en train de violer vos sœurs là-bas au Congo. Excusez-moi, hein, parce que ce genre de choses m'énerve. Je sais que je ne devrais pas répondre, mais permettez-moi de répondre à ce genre de personnes qui continuent à venir nous distraire quand il y a des choses vraiment importantes qu'on est en train de dénoncer. Est-ce que vous pensez que c'est des blagues, ce que je suis en train de raconter? Est-ce que vous pensez que vos sœurs qui sont battues, Linda qui vient de mourir, c'est une blague? Mais bien sûr, mais je suis une femme moi-même, bien sûr que je dois parler au nom des femmes. Et ces politiciens aussi, parce que vous parlez de politique, doivent légiférer, hein, pour les femmes. Ce que nous regrettons aujourd'hui en RDC, c'est justement ce manque de législation qui protège les femmes. On regrette cet État corrompu qui ne protège pas les femmes,
qui laissent les viols de guerre se faire, etc. Aujourd'hui, une femme qui va porter plainte pour coups et blessures en RDC, il suffit que son mari soit influent, que son mari ait de l'argent, et puis ça n'aboutira pas. On va même, peut-être même la police va ramener la femme chez son bourreau, parce que le mari est influent. On a vu le mari là, de Linda, apparemment il est venu aux obsèques de la défunte, il est venu se pavaner avec des policiers. Vous voyez? Et la famille n'a rien pu faire. Le bourreau de leur fille, celui qui a mené leur fille à la mort, il vient avec des policiers. Voilà, c'est ça la RDC. Un pays sans foi ni loi. Un pays où l'impunité règne, où l'injustice est de mise. Alors, s'il vous plaît, mes frères, ne venez pas nous distraire. C'est le mois de mars, c'est le mois où vous devez honorer vos femmes, vos mamans, vos sœurs, vos filles. Et si on ne s'occupe pas de la politique s'occupera de nous. Les volets sociaux font partie de la politique. Les droits des femmes, le droit de la femme est un droit aussi politique. Si vous ne comprenez pas ça, je suis désolée pour vous. C'est que vous êtes ignorant. Allez encore lire, allez encore ouvrir, développer votre intelligence. Vous voyez? Cessez de mépriser la femme. Donc j'étais en train de vous dire avant que ce frère-là vienne nous interrompre. Excusez-moi, hein, parce que je suis partie un peu en cacahuète aussi, mais comprenez mon émotion, comme disait l'autre. Donc je vous disais que le jour où j'ai cassé ce cercle infernal, où je brisais ce cercle de violence, c'est le jour où mes enfants ont été touchés. Mes enfants ont été touchés par cette violence indirectement. Ils étaient contre moi. Quand il a soulevé le matelas et qu'on a tous volé comme ça, là, mon fils s'est retrouvé par terre. Ma fille se serrait contre moi. Je suis devenue complètement folle. Hein. Je suis partie, on avait un vase de Chine comme ça, là, qu'on nous avait offert... qu'on nous avait offert pour cadeau de mariage. C'est comme un symbole hein, que j'ai... En brisant ce vase sur sa tête, par légitime défense, c'est comme... C'est le mariage que j'avais brisé, et c'est aussi... comment dire... c'est cette violence aussi que j'ai brisée. C'était symbolique. C'est la première chose que j'ai vue, c'était ce vase-là de Chine. Ceux qui venaient chez nous à l'époque... ma famille, mes cousins, mes cousines doivent connaître ce vase parce que j'aimais beaucoup ce vase. C'est, je sais plus, un oncle qui me l'avait offert. C'était un très beau vase en porcelaine de Chine. C'était vraiment mon cadeau préféré de mariage. Je l'ai pris, il trônait sur la table de la salle à manger. Je lui ai brisé sur le crâne. Et d'un seul coup, je suis devenue comme... je me protégeais pas moi-même, mais pour mes enfants, je suis devenue comme une lionne. Je suis devenue folle. Je me suis jetée sur lui, je me suis mis à le mordre, à le griffer. Je me suis mise à le tabasser avec mon petit mètre 53 là. Lui qui fait 1m80. Je suis devenue... C'est comme s'il y avait une puissance en moi. Quand j'ai vu mes enfants, je suis devenue complètement dingue. Et c'est là que j'ai eu la force de mettre cet homme dehors. Je l'ai, pour vous dire, poursuivi même dans les escaliers avec un couteau. Ce que je vous dis, c'est vrai, Dieu m'entend. Heureusement, le Seigneur a apaisé mon cœur, je me suis calmée parce que peut-être que j'aurais pu le poignarder et finir ma vie en prison avec mes enfants, voilà, vous voyez. Donc, c'était ça, c'était ma délivrance. Et après, j'ai eu le courage d'appeler toute ma famille, mes frères, etc., qui le recherchaient même. Les marins, les parraines de les marraines, les parrains de mariage, là, qui sont toujours là pour donner des conseils. Non, tu vois, il faut seulement rester. Hein, nous tous, on est passés par là. Et alors,
Si toi, t'es passé par là, si tu acceptes que ton mari te frappe, est-ce que moi, je dois subir la même chose? C'est ça le conseil que vous donnez à vos filles que vous prenez comme filleules en mariage. C'est ça les conseils que vous donnez à ces femmes. Ils vous tabassent, ils vous martyrisent, mais c'est pas grave, restez. Parce que nous, on est passé par là. Oh, Libala, il y a toujours des disputes, machin. Mais attends, dispute, ok. Parle avec ta bouche, pas avec tes mains. La bouche, c'est fait pour parler. Les mains ne sont pas faites pour parler. À moins que tu sois, excusez-moi, hein, je n'ai rien contre les bègues, à moins que tu sois bègue ou sourd, muet, que tu parles avec les mains en langage de signes. Mais si tu es doté de la parole, utilise la bouche que Dieu t'a donnée pour parler. Pourquoi utiliser tes poings? Bref, il y a eu une réunion de famille. On nous a fait asseoir et lui et moi, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux? J'ai dit mais c'est simple. Je veux mettre fin à ce mariage. C'est tout. Oh, tu as bien réfléchi, les enfants, machin, il t'a honoré, mbonga libala, la dot, et alors? Quoi? Il m'a honoré avec combien d'argent? Combien vous lui avez donné? Si vous voulez même, je prends cet argent-là moi-même, je vous rends, ou je lui rends. C'est quoi? Donc parce qu'il t'a doté, il doit te maltraiter? Oui, j'avais des fautes aussi, bien sûr. Mais les coups ne peuvent pas justifier ces fautes. Rien ne peut justifier qu'un homme frappe sa femme, frappe la mère de ses enfants, jusqu'à l'envoyer à l'hôpital. Combien de fois je me suis retrouvée à l'hôpital avec des contusions, des hématomes, des fractures, Combien de fois? Combien de fois j'ai dû rater mon travail à cause de ces coups? J'ai eu des jours d'ITT, interruption temporaire de travail de 10 jours, de 15 jours. Combien de fois je suis partie porter plainte et j'ai retiré ma plainte à cause de cette pression sociale, à cause de ces pasteurs, à cause des membres de ma famille, des parrains, des marraines qui te disent non, c'est le père de tes enfants, tu peux pas l'envoyer en prison. Mais laissez-moi vous dire une chose, hein. On croit que ça arrive qu'aux autres. La violence conjugale touche toutes les couches de la société, toutes classes sociales confondues. Je viens de lire il n'y a pas longtemps que le PDG de, je crois que c'est le magazine Le Point, si je ne me trompe pas, si c'est pas Le Point, c'est le Canard enchaîné, je sais plus, un magazine, un quotidien français réputé en tout cas, je ne veux pas dire de bêtises, mais le PDG de ce quotidien, un grand quotidien français, vient d'être arrêté et va passer au tribunal pour violence conjugale. Vous voyez, il est multimillionnaire, hein, mais il tabassait sa compagne. Donc ça touche toutes les couches de la société. Celui qui a mené Linda à la mort, c'est quoi sa profession? Il n'est pas avocat? Il connaît les lois. Il connaît le droit. Mais, là-bas au tribunal, là, il usait de sa bouche pour défendre ses clients. Mais chez lui, à la maison, il utilisait ses poings pour martyriser sa femme. Il y a des médecins qui battent leurs femmes. Des juges, des journalistes, des politiciens. Et votre premier koulouna, là, parce que là, c'est opération dénonce ton koulouna. Le premier koulouna de la nation congolaise, c'est votre imposteur, là, Aka Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe de son nom de baptême. C'est lui le premier koulouna de la nation congolaise. Il tabasse votre première dame, la maman sociale, votre maman boboto, là, Olive Lembe. C'est une femme battue, Olive Lembe. Elle est tabassée à longueur de journée. Jusqu'à ce que sa belle famille, même sa belle sœur Janet Kanambe, lui donne des baffes. Elle est martyrisée. Et puis quand vous la voyez là, vous la voyez, maman la dit, maman Olive, maman Olive, maman Olive. Mais on la conne sérieusement. Je suis pas là pour me moquer d'elle, hein. Malgré qu'elle a épousé un étranger qui est en train de semer le chaos, la violence, la mort dans notre pays. Elle me fait pitié, cette femme. Pour le prestige d'être maman présidente, maman Olive.
Tu restes dans un mariage où on te cogne. Tu as peut-être de l'argent. Tu viens ici faire des folies avec ton argent, madame, la première dame. Tu profites bien de l'argent des Congolais. Tu es peut-être plus riche que moi, mais moi, je suis libre. Moi, YMM, je suis libre. Je suis une femme libre qui a pu briser la violence dans son couple. Mais toi, tu l'as subi au quotidien. Non seulement tu acceptes que cet étranger martyrise ton peuple, permet qu'on viole tes sœurs, mais toi-même, tu es dans un mariage où on te tabasse au livre lembe et tu fermes ta bouche. Pourquoi? Pour le prestige. Mais tu vas mourir comme ça. Il va te tuer, ce Rwandais. Il va te tuer. Ma sœur Olive Lembe. La femme battue. Première dame battue en RDC. On dit que l'exemple vient d'en haut. Alors pourquoi vous vous étonnez? Quand les hommes congolais tabassent leurs femmes. Quand le pseudo-président, Joseph Fou, tabasse lui-même sa femme. Votre première, ou je dirais la dernière dame de la RDC. Vous vous attendez à quoi? Moi, je suis libre et heureuse. Ceux qui viennent vous dire, ah, mais, aux la mobilité, pourquoi t'es pas marié? Pourquoi t'es pas fiancé? Pourquoi t'es seul? Oh, tout là. Est-ce que vous connaissez la vie des gens? Si aujourd'hui je veux demeurer seule ou si j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je n'ai pas forcément envie de vivre avec lui pour le moment, c'est mon choix, c'est mon droit. Est-ce que vous connaissez mon vécu? Vous savez ce que j'ai vécu? Pour venir me dire, oui, pourquoi au balaté? Et alors? J'ai été mariée? J'ai porté un voile de ceux qui 10 mètres, ceux qui 8 mètres. Vous voulez que je vous mette mes photos de mariage? En masquant le visage de l'individu que j'avais épousé? Oui, j'avais une bague, une alliance, une bague de fiançailles. Je me suis mariée avec tout le tralala dans Paris, cortège et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui étaient à mon mariage, ils savent. Et alors? Il y a eu plus de 400 ou 500 invités ce jour-là à mon mariage. Mais comme un signe du destin, le jour même du mariage, ceux qui étaient savent, les deux familles se sont battus. Le jour de mon mariage, ma belle famille et ma famille se sont battus pour une histoire bête. Vous voyez déjà les signes. Déjà un mauvais présage. Vous voyez? Donc, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Le mariage, c'est quoi? Est-ce qu'on vous met au monde, vous femmes, pour que vous soyez forcément mariés? Quand vous trouvez votre âme sœur, c'est pour ça aussi qu'il faut prendre le temps. Maintenant, avec le recul, je peux me permettre de le dire. Parce que c'est vrai aussi que, peut-être que je me suis précipitée aussi dans un mariage, parce que moi-même, je suis issue d'un couple de parents divorcés. Vous savez, les jeunes femmes qui grandissent seules avec leur mère, souvent, ont un manque. On se manque là paternel. On se manque d'amour paternel. Et souvent, cet amour paternel, on a tendance à le remettre. On essaye de voir en l'homme qu'on aime, notre père, par exemple. L'amour peut-être qu'on a manqué du côté de notre père. Je ne dis pas que mon père ne m'aime pas. J'ai été séparée de mon père. Mon père est resté en Afrique. Ma mère et moi sommes venus en Europe. Mon père m'aime, mais j'ai manqué d'une figure, on va dire, paternelle, peut-être pendant mon enfance. Jusqu'à mon adolescence. Après, ma mère s'est remariée. Elle-même aussi, elle a été victime de ce genre de violence. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un cercle. On voit ça dans nos familles. Nos mamans battues. Mon père, moi, je ne pense pas que mon père ait jamais frappé ma mère. Jamais. Je me suis séparée, excusez-moi, le lapsus. Mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Et je n'ai pas eu de connaissances ou de témoignages, même de la part de ma mère, disant que mon père l'avait déjà battu. Non. Mon père est un intellectuel, est un homme qui respecte les femmes. Ils se sont séparés, bon voilà, parce que voilà, il y avait des problèmes de famille entre les deux, mais c'était pas à cause de la violence. Non. Ma mère peut-être a connu la violence. Excusez-moi, je ne veux pas trop parler de son histoire, c'est à elle de la raconter, mais c'est juste pour vous dire que quand elle s'est remariée, elle a aussi connu ce genre de violence. Et moi, en tant que fille, bah, je voyais ma mère souffrir comme ça. Et pourtant, hein, pour vous dire à quel point on pense que ça n'arrive qu'aux autres, je m'étais juré, moi, en grandissant, en tant qu'adolescente, de ne jamais laisser un homme me toucher. Que la violence que ma mère avait vécue, jamais je la vivrai. Eh ben si, je l'ai vécue.
Et c'était pas, comme on va dire, un blédard ou, je sais pas moi, quelqu'un qui débarquait du village. Non, non, c'était quelqu'un d'intégré, on va dire, entre guillemets, à la société française, etc. Moi, là-bas côté, oh, quelqu'un comme moi, qui a grandi ici et tout. Mais bon, ça veut dire quoi, moi, là-bas côté? C'est pas parce que vous grandissez en Occident que vous êtes dénué de violence, hein. Parce que dans ce cas-là, les Blancs ne frapperaient pas leurs femmes. Vous voyez? C'est tout simplement une question d'éducation, de mentalité. Donc, Daddy Zorovilel, oui, bonjour mon frère. Si, si, si. Olive a bête à Kanambe. Vraiment, Olive sera... franchement, Olive Lembe. Soro zweli biso ta mundu que beti o beti ataye na cadre kaka ya violence faite à la femme. Moi nteke mbala moko comme héroïne na Congo. Et ça légitime défense. Entre guillemets, juste pour répondre à mon frère Daddy Zorobilel. Donc je vous disais qu'on reproduit souvent ce que nous voyons par nos parents. Moi-même, j'ai été témoin de cette violence, pas seulement peut-être sur ma mère, mais aussi sur d'autres femmes dans ma famille, des connaissances, des amis. Et elle taisait, même les amis de ma mère, victimes de violences. Et elle taisait cette violence. Vous voyez? Donc, on est victime de cette violence, on s'enferme dans cette violence. Et oui, mon frère, oui, oui, depuis tout à l'heure, je parle en français. J'ai juste fait un petit écart en lingala, mais c'est vrai que je vais reparler en français parce que c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement nous les Congolais, mais tous les Africains et voilà, les Européens, les Occidentaux, etc. C'est un sujet universel. Hein. Donc je disais voilà que on s'enferme dans cette violence, surtout nous dans nos sociétés africaines, surtout nous dans nos sociétés africaines, nous sommes victimes de ces violences et nous encourageons ces violences. Vous voyez? Oui, ma sœur Clarisse Mwaka, je termine mon témoignage. Après, je vais ajouter celle qui désire être ajoutée, peut-être pour que vous apportiez aussi votre témoignage en tant que femme. Ça nous fera le plus grand bien. Oui, ma sœur Clarisse Mwaka, donne-moi juste, merci beaucoup, ma sœur. C'est poignant ce témoignage, ma sœur. Merci du soutien, ma sœur Clarisse Mwaka. Je t'ajoute dans 2-3 petites minutes pour que tu nous apportes aussi peut-être ton analyse quant à ce sujet. Ça me fera aussi le plus grand bien de t'écouter et je pense que ça peut aussi édifier nos sœurs qui sont en train de nous écouter en ce moment. Donc voilà mes sœurs, nous sommes souvent enfermés dans des carcans. Le mariage n'est pas le mariage ne peut pas devenir une prison et le mariage n'est pas une finalité. La femme ne se construit pas seulement à l'intérieur du mariage. Vous voyez? Excusez-moi, je vais ajouter ma sœur Clarisse Kamoin. Voilà. L'ajout est en cours, ma sœur Clarisse. En soi, le mariage n'est pas la concrétisation de tous vos rêves. Le mariage est l'accomplissement de l'amour entre deux personnes. Donc, vous ne pouvez pas rester dans un mariage où vous êtes persécuté. Vous ne pouvez pas... Je n'ai pas dit, mon frère, que c'était surtout dans les sociétés africaines. Je suis en train de parler en tant qu'Africaine pour les Africains. Les Occidentaux aussi parlent de leur façon. Acceptez quand même, souffrez aussi que vos sœurs africaines s'adressent à leurs sœurs africaines. Parce qu'il y a surtout un grand tabou. Vous voyez? Il y a surtout... Bonjour, ma sœur Clarisse Kawa. Bonjour, bonjour, ma sœur. Si tu peux me donner 2 petites minutes et je te laisserai... Oh, you. Je suis contente de te voir, ma sœur Clarisse. Donc, je répondais juste à notre frère qui disait que ce n'est pas que dans les sociétés africaines. Mais je l'ai dit, peut-être que le frère n'a pas compris, peut-être qu'il ne m'a pas suivi, mais j'ai dit que c'était universel. Ce n'était pas que les sociétés africaines, mais il faut reconnaître que, de par l'éducation que nous avons reçue, au sein de nos familles africaines, nous avons souvent tendance à taire les violences que nous subissons à l'intérieur de nos foyers. C'est ça que je suis en train de faire.
Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que seules les Africaines subissent les violences, bien au contraire. Hein, on voit bien des mouvements ici, ni putes ni soumises, qui se battent pour la libération de la parole de la femme, qui se battent pour que les femmes cessent d'être battues. Vous voyez, c'est pas ce que je suis en train de faire, c'est de réveiller nos sœurs africaines pour qu'elles commencent à dénoncer ces crimes. Parce que on voit ça en Occident, on voit ça, par exemple, les mouvements féministes aux États-Unis, etc., des grandes stars. On l'a vu avec l'affaire Weinstein, dénonce ton port, etc., MeToo, où des stars américaines, des grandes stars, dénonçaient les viols, les violences qu'elles avaient subies de la part de Weinstein, qui est un grand réalisateur à Hollywood. Vous voyez, ces femmes-là ont la faculté de parler. Mais moi, je m'adresse à nos sœurs africaines qui taisent encore ces choses et parce que la société africaine en général ne donne pas l'opportunité à ces femmes de dénoncer la barbarie dont elles sont victimes. Voilà. Alors permettez-moi en ce mois de la femme de m'adresser premièrement à mes sœurs africaines parce que je suis moi-même africaine. Mais cela ne veut pas dire que ça n'arrive que en Afrique. Voilà. Ma sœur Clarisse, bonjour. Bonjour Yoyo. Et notre tradition oblige, je suis tombée sur ton direct et ton charisme, ta détermination, ça me touche, ça me va droit au cœur. C'est un sujet très poignant et quelqu'un comme toi qui est déjà un exemple social, fait un témoignage pareil. C'est pour ça que j'ai pas hésité de demander aux gens de partager. Ça c'est dimanche, je me sens même pas déjà très bien, j'étais carrément dans mon lit, donc pardonnez mon apparence, j'ai rien à prouver d'ailleurs. Je réagis spontanément, je reviens surtout parce que ton appel me va tout droit au cœur et je me dis que des personnes qui ont des voix qui portent comme toi, des personnes qui se sont plutôt battues dans beaucoup de domaines, peuvent apporter un changement vraiment, comment je peux dire, peuvent apporter un changement dans la vie de beaucoup de personnes. Déjà, tu es une personnalité religieuse, tu es une femme très active dans la société, tu témoignes avec toute la vérité, avec le visage à corps ouvert, comme on le dit. Il serait important que nous puissions tendre la main à celles qui sont, je me dis, je pense, enfermées, prises en otage, déjà par la culture, par la société, la pression sociale. Et en suivant ton témoignage, je me suis sentie tellement interpellée. Et comme tu le dis, nous ne sommes pas ici pour parler, pour dénoncer quoi que ce soit, mais c'est un mal tellement profond. Et je n'irai pas, je ne vais pas me permettre de porter ou bien de centraliser le débat seulement sur moi. Nous tous, et comme tu le sais, Youyou, nous avons beaucoup de cicatrices. C'est pas ce que les gens voient de nous, peut-être sur les réseaux sociaux par rapport à la lutte. Ce n'est que the tip of the iceberg. C'est même pas le 1/10 de ce que nous endurons. Déjà, le côté spirituel, le côté culturel, le côté politique. Et c'est pour ça que j'aime bien interpeller beaucoup de femmes à partager. Et j'ai une seule question à poser déjà en tant que femme et l'émotion que ton témoignage a éveillé en moi. Tu penses que le fait que tu aies été victime, c'est ça peut-être qui t'a inspiré aujourd'hui par rapport à la lutte et aussi te rapprocher de la souffrance de certaines personnes, parce que défendre aussi la cause des personnes, des victimes, il faut avoir ressenti, il faut avoir vécu cette injustice-là et cette envie d'aider. Avant que je ne continue, ma grande, c'est seulement ce que j'aimerais savoir. Oui, ma soeur Clarisse, je ne sais pas, peut-être que tu as pris le direct après, mais je l'avais dit, oui, effectivement. Oui, en gros. Cours. Oui, effectivement, ce que tu dis est vrai parce que je l'ai dit au début. Ce que j'ai vécu, moi, en tant que femme victime des violences conjugales, m'a construit aussi. C'est quelque chose de négatif que j'ai pu transformer en positif, en force. En fait, cette faiblesse, j'en ai fait ma force. C'est ça aujourd'hui qui fait que je suis debout et qui me donne pas seulement
une forme de légitimité, parce que je ne revendique pas cette légitimité. C'est pas une fierté que d'avoir été battue, mais ça fait partie de mon histoire. Donc je ne vais pas le nier. Et justement, je ne vais pas le taire, parce que ce qui nous fait le plus de mal aujourd'hui, ma sœur, c'est le silence. Et nous, en tant que femmes, en tant qu'activistes, en tant qu'Africaines, nous devons briser ce silence. Et il est de mon devoir, en tant que femme, de briser ce silence. Si moi, je tais les violences que j'ai subies, comment je peux demander aux femmes qui sont aujourd'hui torturées, qui sont violentées psychologiquement, physiquement, qui sont violées même là-bas en RDC ou dans toute l'Afrique, comment je pourrais leur demander de briser le silence si moi-même, je tais ce que j'ai vécu? Donc, je dois avoir d'abord ce courage-là. Moi-même, je dois être un exemple. Je dois montrer l'exemple en disant, voilà, aujourd'hui, je me bats, je parle au nom des femmes, mais moi-même, j'ai vécu ça. Donc, il faut avoir aussi ce courage et cette honnêteté intellectuelle de dire, voilà, j'ai souffert de ça. C'est pour ça que je vous comprends. C'est pour ça aujourd'hui que je ne vous condamne pas. Je ne vous dis pas que vous êtes faible. Non, au contraire. Moi, j'ai utilisé ma faiblesse. J'en ai fait une force. Alors, si je l'ai pu le faire, mes sœurs, vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas seules. Je suis passée par là, je suis comme vous. Je comprends votre détresse, je comprends votre souffrance. C'est ça que je veux dire aujourd'hui à mes sœurs. Juste entre guillemets, les personnes qui disent à notre sœur Clarisse de retirer ses lunettes par respect, je ne pense pas qu'elle vous... je ne pense pas que c'est un manque de respect. Peut-être qu'elle a quelque chose à l'œil ou peut-être qu'elle est fatiguée. Ma sœur Clarisse, pour ceux qui lui écrivent en lingala, elle est camerounaise. Tu es bien camerounaise, n'est-ce pas, ma sœur? C'est camerounaise, à moins que je me trompe. J'aime pas trop spécifier. Je suis de la terre mère. Elle est africaine. Je suis pas camerounaise, je suis wakandaise. Wakandaise, bon. Voilà. Alors, pour ceux qui lui écrivent en lingala, peut-être qu'elle ne comprend pas le lingala. Alors, ma soeur Clarisse, je ne sais pas, certaines personnes ont le souci seulement de voir ton visage. Est-ce que tu peux leur faire ce plaisir? À moins vraiment que tu ne puisses pas retirer tes lunettes. Explique-leur et je pense qu'ils comprennent. Non, sincèrement, et justement, ils sont arrivés un peu... Ils ont pris mon intervention en cours et j'ai toujours la courtoisie. Je me suis d'abord excusée. J'ai dit je me sentais déjà pas bien. Je sors du lit et mon intervention ou bien enlever les lunettes n'a rien à apporter par rapport à ce que je veux, ma contribution en fait. Et s'ils ont un problème par rapport à mon apparence, qu'ils souffrent, qu'ils se disent que j'ai aussi peut-être mon œil est poché, j'ai du bleu partout. Je ne suis pas en santé. Et c'est justement par souci de tendre la main, de témoigner, d'apporter ma contribution et surtout d'encourager cette initiative, cette ouverture, cette exposition. Parce que là, tu es en train de mettre à nu un côté trop intime de ta vie dans le souci d'aider certaines qui sont encore dans le stigma. Parce que la pression sociale, le stigma, les préjugés, force certaines femmes, et tu l'as tellement si bien présenté et tu as élaboré dessus, la pression sociale des personnes qui prétendent être les hommes de Dieu, qui encouragent, qui profitent, qui détruisent. Parce que pour moi, aujourd'hui, ton témoignage, pour moi, c'est une sorte de délivrance personnel, peut-être d'ordre familial. J'ai peut-être un frère qui est en train de souffrir aujourd'hui d'un abus, d'une violence, d'une agression. Qu'est-ce que nous en savons? C'est surtout dans ce sens-là. Je dis, des témoignages pareils devraient être partagés. Des personnes devraient contribuer de façon constructive. Je ne suis pas là pour m'exhiber. Je ne suis pas là pour montrer ma tête ou ma gueule. Je peux être une aveugle, je peux être une muette, je peux être quelqu'un qui a un visage difforme. Ce n'est pas l'important. Je porte les lunettes, c'est pas pudeur. Je sors, c'est dimanche et j'ai pris le temps de dire aux gens, j'étais pas bien je suis pas bien, je suis pas en santé. Et justement, c'est parce que je me rétablis-toi vite, ma soeur Clarisse. On a besoin de toi. On a besoin de toi aussi sous le baobab. Je sais, ma grande, mais c'est ton témoignage. C'est la vérité, c'est la simplicité. C'est la puissance de certains de tes mots qui m'ont sorti de mon lit. Et je ne prends pas soin de dire, ok, attendez, que je n'ai pas besoin de m'arranger pour me présenter. Cette pression-là, je ne cède pas. Je suis quelqu'un qui souffre déjà de l'injustice de notre peuple, qui souffre même déjà de l'injustice sociale et qui est aussi sous pression sociale. Donc, je n'ai pas besoin de plaire à certaines personnes. Je me plais déjà à moi. Et
j'échange plus avec toi, ma soeur Youyou, mon Amazon, ma guerrière à moi. Ton témoignage me va tellement au cœur que j'aimerais que des gens en tirent des leçons. On a un petit souci Beaucoup de nos frères et avec le sœurs direct, sont en train avec de notre soeur Clarisse. souffrir. Je ne sais pas si moi, vous m'entendez. Ma soeur Clarisse, est-ce que tu m'entends? Ah, ma soeur Je Clarisse, t'entends, grande. Je est-ce que tu t'entends. m'entends? Bon, là, je crois que... Oui, je Est-ce que moi, t'entends. vous m'entendez par contre? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je Je crois qu'on a un t'entends, petit Youyou. souci de diffusion. Est-ce que l'image est bonne? Dites-moi. Je t'entends. Si tu m'entends. Ça coupe. Oui, Si vous Youyou, entendez je ma soeur t'entends. Clarisse, vas-y, ma soeur Clarisse, continue à parler. C'est dommage parce que moi, je t'entends pas. Ok, je vais D'accord, continuer. Apparemment, ils d'accord, m'entendent. vas-y. Finis au moins ce que tu avais commencé. Apparemment, ils m'entendent. Je peux continuer. Ah, d'accord. Alors, Oui, c'est moi peut-être qui ai un justement, problème. beaucoup des nôtres sont en train de souffrir. Beaucoup des nôtres n'ont pas le courage, le charisme, le sens de discernement, la force mentale, la force émotionnelle de tourner le dos quand ça ne marche pas. Certains ont fait venir des femmes de l'Afrique. Certaines Ouais, femmes ça ont fait bug, venir hein. des hommes de l'Afrique. Certaines se marient par rapport à la pression sociale. Ah là 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 là, mais Certaines qu'est-ce qui se se passe sont avec notre mariées direct? par rapport à... Ah, peut-être c'est signalé aussi, ça il faut le dire. Soit il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, parce que j'ai aussi partagé sous le baobab. Je pense qu'il y a beaucoup qui se connectent. Je ne sais pas s'ils m'entendent. C'est bon now. Ça bug de temps en temps, mais ça marche, ma grande. De toute façon, je vais continuer. Le sound and the image is OK. OK, donc, je vais essayer de continuer, ma grande, pour Ça couper bug, mais court. vas-y, ma soeur, car on va Beaucoup continuer. d'entre nos sœurs, même, oui, beaucoup d'entre nos sœurs devraient tirer l'inspiration des femmes de caractère comme toi, des femmes qui se sont présentées. Et ce qui m'a encore touché, c'est quand tu as dit, même comme tu l'as dit en lingala, je l'ai ressenti, que beaucoup de personnes demandent pourquoi tu n'es pas mariée. Et tu l'as tellement si bien répondu. C'est quoi le mariage? Pourquoi vous vous mariez in the first place? Pourquoi s'engager? On se marie pour être heureux. On se marie pour jouir d'une union, d'une liaison, on partage. C'est la symbiose, c'est l'harmonie, c'est la fusion d'une relation. C'est la construction. On ne se marie pas pour détruire. On ne vit pas ensemble. On ne se marie pas pour piller. On ne se marie pas pour étouffer. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une relation, vous n'êtes pas épanoui, si vous n'aimez pas votre être malade, si votre mari ne vous protège pas, ne vous aime pas, ne vous adore pas, ne vous vénère pas. On dit en anglais, when you love somebody, you set the person free. Love is a losing game. En amour, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous libérez la personne. Parce que je ne sais pas comment une femme peut passer son temps à côté d'un homme malheureux. Je ne sais pas comment un homme peut avoir du plaisir. Que ce soit une sorte comment on appelle, de masochiste. Quelqu'un qui adore la souffrance. Tu ne peux pas être heureuse auprès d'un homme qui n'est pas épanoui, auprès d'un homme dont je n'apporte rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Et ton témoignage m'a tellement troublée que j'aimerais, si possible, ma grande, que nous reprogrammons même encore ce direct. Je te dis du plus profond de mon cœur, profond. Le mal est aussi, c'est une gangrène dans notre société. C'est l'apparence. Souffrance dans des familles. 1099 sont en train de mensonges. Et si des femmes aussi honnêtes, des femmes intellectuellement assises, parce qu'une personne ont tendance à mélanger le côté intellectuel avec les livres. La femme qui est intellectuelle, c'est celle qui est capable d'apporter un changement, de questionner et de changer la base de la société. Et ton message aujourd'hui a réveillé cela en moi. J'aimerais, si possible, que nous organisions encore un débat. Je suis prête, je vais
virtuellement encore pour sauver des vies. Ils ne se sentent plus dans l'aquarium, qu'elles ne se sentent plus prisonnières. Les familles en souffrent, des voisins en souffrent. C'est une gangrène qui mine, qui détruit. Une femme battue et malheureuse. Un monsieur qui n'est pas heureux chez lui et incompétent même au travail. Un homme qui est mal aimé, un homme qui est mal entouré, un homme qui a une vipère dans sa vie, ça le détruit. Il devient un oncle méchant. Il devient un grand frère qui détruit sa famille. Le mal est tellement... Et je me dis, des porteuses de voix comme toi, nous sommes pour apporter le soutien, même seulement virtuel, même lointain, pour que ces femmes-là osent briser la glace du silence. Et comme tu l'as dit, dénoncer votre Lucata, ou Luca, je ne sais pas comment tu les as appelés, de balancer leur tortionnaire, quoi. Et je ne saurais être longue. Balancez votre Kuluna, voilà. Donc, dénoncez votre voyou, quoi. C'est l'opération oui, balancez votre Kuluna. C'est voilà, des femmes congolaises. Voilà, balance ton Kuluna. Ça s'est passé hier à Kinshasa. Ce sont des femmes congolaises, dont Sandy Ngoy Amazon, si je me souviens bien de son nom, fait partie. Et elles ont lancé ce mouvement. Ouais. C'est un peu comme balance ton porc, etc. Donc, balance ton Kuluna. Kuluna en lingala, ça veut dire voyou. Donc, on balance notre voyou. Et puis, il y a aussi le hashtag je dénonce ou je meurs. Parce que je ne sais pas, ma soeur Clarisse, si tu as vu, il y a une nouvelle vraiment qui nous a choqués dans la communauté congolaise, et pas seulement congolaise, africaine. Je pense que tu l'as vu, les images ont circulé sur le net. C'est les images de notre sœur Linda, qui était victime de coups à répétition par son boxeur de mari, hein, qui s'exerçait quotidiennement ou relativement régulièrement sur elle. Elle a fini par décéder d'une méningite qui est liée au coup qu'elle a reçu pendant des années. Donc, elle est morte et j'ai même mis le témoignage de sa sœur sur mon mur. Hier, sa sœur a témoigné. Elle a brisé le silence et ce que je regrettais, c'est que ce témoignage vient après la mort de leur sœur. C'est pour ça qu'il faut briser le silence avant, pendant que les femmes sont en train de souffrir. Nous ne devons pas fermer nos bouches, être aveugles, à cause des pressions sociales, à cause des camps d'Iranton, etc. C'est de la non-assistance en personne en danger. Si vous aimez vos filles, si vous aimez vos sœurs, je parle surtout à nos mamans qui nous mettent au monde, vous qui avez mis vos enfants, vos filles au monde, vous ne les avez pas mis au monde pour qu'elles deviennent persécutées au sein de leur mariage, pour qu'elles deviennent le sac de boxe d'un quelconque psychopathe. Non. Donc c'est pour ça que l'éducation est primordiale. Nous, les femmes africaines, nous devons éduquer nos enfants en conséquence, nos filles, surtout nos garçons. Apprenons-leur à respecter leurs sœurs. Le respect commence déjà au sein de la maison. Quand tu manques déjà de respect à ta mère, tu manques de respect à tes sœurs, à tes tantes, etc. Mais tu manqueras de respect à la femme que tu vas épouser. Il me paraît inconcevable qu'un homme qui a été irrespectueux toute sa vie au sein de sa famille le devienne par miracle au sein de son foyer. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas vocation à éduquer les hommes quand ils sont dans la maison, au sein du mariage. Nous devons éduquer les hommes quand ils sont en dehors du mariage, avant qu'ils n'épousent une femme qui va devenir peut-être leur victime, qu'ils vont peut-être mener à la mort. C'est ça. C'est aussi ça la libération structurelle, mentale, hein, psychologique de la femme. C'est ça notre culture. Notre culture est surtout orale. Et nous, issus surtout des sociétés où le régime matriarcal est de mise, la parole des femmes, que la femme est le pilier de la société. Elle met au monde, mais elle construit aussi autour d'elle, autour de la femme, se construit le foyer. Donc, c'est ça que les hommes, nos hommes, aujourd'hui doivent comprendre. Vous voyez, le respect commence par le respect de ta mère, de ta sœur, même de ta fille. Ce n'est pas parce que tu as mis ta fille au monde, parce que tu es son père, que tu dois lui manquer de respect, que tu dois la tabasser, qu'elle doit devenir ton objet. Non, tu dois apprendre aussi à respecter ta fille, tout comme les enfants doivent respecter leurs parents. Ça doit être réciproque. Vous voyez? Et moi,
structure-là que je dénonce. Je disais ça au début, ma soeur Clarisse, je ne sais pas si tu... Tu dois rester car il t'a honoré ou il nous a honoré. Mais attendez, il vous a honoré, donc c'est-à-dire qu'en dehors du mariage, en tant que femme, j'étais un sujet de déshonneur. Vous voyez, le mariage n'honore pas la femme. Oui, le mariage n'honore pas la femme. Le mariage apporte peut-être un plus, structurellement parlant, sociologiquement parlant, peut-être financièrement aussi parlant à la femme. Mais souvent, dans le mariage, la femme aussi est en charge de beaucoup de choses au sein du foyer. Vous voyez, c'est ça de dire que le mari honore sa femme, parce que sans le mariage, c'est synonyme de déshonneur. C'est ce carcan-là dans lequel on veut maintenir la femme. Que nous devons dénoncer aussi. Ma soeur, il y a d'autres sœurs qui veulent rentrer. Je ne sais pas si tu as un mot, peut-être de la fin, à donner à nos sœurs, ma soeur Clarisse. Ma soeur Clarisse, oui, j'ai un mot de la fin. Un mot de la fin. Ma soeur Clarisse. Tellement. Oui. Bon, je vais faire rentrer. Oui, ma grande, j'ai un mot de la, je vais faire rentrer d'autres personnes. C'est qu'elle est en live. Oui, je finis là. Il y a d'autres sœurs qui voulaient rentrer. Ah, maintenant. Pour conclure. Il y a ma soeur Vita. Oui, Judith. J'ai un fin, c'est que qui voulait s'exprimer. Vas-y, ma soeur Clarisse, on t'écoute. Je n'arrive pas à connecter ma soeur Judith. Oui, tu disais. Ok. Ouais, s'il te plaît, je tiens même. En même temps, j'ai le téléphone pour que ça charge parce que la batterie est presque à bout là. J'aimerais seulement conclure en disant c'est un sujet tellement. C'est un sujet tellement riche et je pense que beaucoup bénéficient à notre communauté. Et je me dis aussi que si nous pouvions organiser peut-être pas de façon spontanée comme je l'ai fait tout à l'heure, et que nous puissions vraiment aborder le problème dans tous ces ans, dans toutes les possibilités, et surtout les motiver les hommes, motiver les femmes, parce que la violence vient toujours à partir d'une sorte de malaise, un ras-le-bol. Je ne sais pas si nous pouvons organiser même des séances de conseils conjugal, seulement de guide même déjà, pour que ces femmes-là comprennent qu'elles ne sont pas obligées de subir et de pousser même leur partenaire à bout. Dès que vous réalisez qu'il y a un changement, il faut prendre, parce que nous devons apprendre de nos erreurs. La perfection n'existe nulle part. S'il y a lieu d'arranger la relation, comme tu l'as dit, tu l'as tellement si bien dit, tu as dit à un niveau que tu peux avoir 90 jours de douleur, mais seulement ces 10 jours de bonheur-là te font rester dans le mariage. Comment est-ce que nous pouvons changer les donnes? Comment est-ce que nous pouvons avoir plus de jours de bonheur que de malheur? Parce que c'est ça, même si nous devons faire la référence, avoir une référence biblique. L'amour, à la base, c'est la réjouissance. C'est la symbiose, c'est l'union de deux choses qui doivent former quelque chose de beau. Du moment où ces valeurs fondamentales-là ne sont plus, du moment où, quand tu regardes ton mari, il y a plutôt le dégoût. Il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace, il faut avoir l'humilité de reconnaître que le départ n'a pas été ça. Et de remettre ça une fois de plus, peut-être à la providence divine pour des personnes pieuses, peut-être un mauvais jugement. Mais si tu réalises que ton mari a des valeurs qu'on peut essayer d'ajuster, de juxtaposer, on travaille dessus, nous sommes là, nous pouvons nous mettre même à votre disposition et sauver ce qui reste à sauver. Mais quand il n'y a plus rien à sauver, le mieux serait, même par respect pour ces enfants-là, pour qu'il n'y ait pas d'animosité, pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, de quitter. Mais le monde est tellement pourri, ma soeur Youyou. Le monde est tellement vicieux. Les gens ont vendu leur âme au diable. Il y en a qui sont prêts à tuer pour une voiture. Il y en a qui sont prêts à détruire la vie de leur femme ou de leur mari pour 5 000 euros. Et des femmes comme nous,
des femmes qui avions souffert, des femmes nous avons les cicatrices, nous avons les marques, nous avons les liques de la torture souvent, de par notre expérience, sauver ce qui reste à sauver. Nous avons des jeunes filles de 20 ans, nous avons des jeunes, je connais une petite fille de 30 ans qui est prête déjà, quelqu'un qui est déjà marié quelque part, père de 3 enfants, à 30 ans seulement. Mais pourquoi? Mais en fait, je veux dire que le débat est tellement riche. On va recommencer, ma soeur Clarisse. Pour conclure, ma grande, oui, on va travailler là-dessus parce que c'est un champ, encore, on va dire, on travaille dessus, on organise. Il y a tellement à même faire. Si c'est une fois par semaine. Aujourd'hui qu'on va tout régler, on va tout dire. On va refaire des débats pour éduquer nos sœurs, pour les conscientiser. Merci, ma grande. Et surtout que notre Dieu, le Dieu suprême, le Dieu de notre terre, le Dieu de la sagesse, le Dieu de l'inspiration, le Dieu de la féminité, continue à inspirer les jeunes et les femmes aussi fortes. Parce que ce qui dégage de toi, ce qui émane de toi, c'est non seulement la faiblesse, mais une femme qui a fait de la faiblesse sa force. Certaines personnes diront, ah, elle est venue parler de sa vie, mais à partir de là, j'ai des yeux qui s'illuminent, j'ai le cœur en joie, parce qu'il y a rien de plus beau de tourner ce que les gens auraient cru que c'était ta faiblesse en quelque chose de positif et de sauver des vies. Aujourd'hui, tu m'as donné espoir, ma sœur. Merci. Et j'attends avoir de ton message. On va s'écrire inbox, on va s'échanger les numéros. Inbox, s'il te plaît. Il faut qu'on soit ensemble. Nous, femmes africaines, nous sommes l'avenir. On est ensemble. Là aujourd'hui, compte-moi. Là, je suis avec toi. Et merci infiniment. Merci surtout pour cette force-là et pour ce courage-là. You made my day. Thank you. Thank you so much. Et puis, prends soin de toi, soigne-toi bien. Voilà, c'était notre sœur Clarisse. Il y a d'autres sœurs qui veulent intervenir. Je sais que le débat est tellement riche. Je vais essayer de faire rentrer Patricia, la réserve de l'Éternel. À jouer en cours. Ma sœur Patricia, tu vas être en direct. Il y a tellement de personnes qui souhaitent intervenir, mais je voulais faire intervenir notre sœur qui était là avant, mais elle ne répond pas à mon appel. Et on dirait qu'elle a été coupée ou peut-être qu'elle est sur un autre direct, je ne sais pas. Mais ma sœur Patricia, la joue est en cours. Peut-être que tu peux nous apporter encore un plus. Merci encore à notre sœur Clarisse. Vraiment, elle nous a édifiés. Merci beaucoup pour toutes celles qui n'osent peut-être pas parler en direct ou celles qui n'osent pas écrire. Vous pouvez m'écrire en privé si vous avez besoin d'une oreille pour vous écouter, si vous vivez la même chose que ce que j'ai vécu et ce que des millions de femmes vivent en ce moment. Je suis à votre disposition. Vous pouvez m'écrire en privé, m'expliquer. Je vous garantis la plus grande discrétion. Vous êtes mes sœurs, je ne vais pas vous exposer. Si vous voulez témoigner de vous-même, même à visage couvert, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, on est là pour s'entraider. Facebook n'est pas seulement pour s'enjailler, pour montrer nos vêtements, etc. La femme africaine n'a pas pour vocation que de bouger son postérieur, de danser, etc. Non, nous sommes des femmes accomplies, des femmes riches, des femmes ouvertes intellectuellement, spirituellement. Nous avons vocation à porter haut et fort les voix de nos femmes, de nos sœurs qui sont dans la détresse, dans le silence. Parce que ce qui tue, c'est le silence. Et nous avons le devoir, nous qui pouvons parler, nous qui avons vécu aussi ce genre de choses, qui sommes sortis de là, nous avons le devoir non de garder ces souffrances en nous, mais de les partager et de dénoncer. Parce que la parole libère. Hein, même la Bible, pour vous, les super chrétiens, entre guillemets, même la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité vous rendra libre. Et bien évidemment, comme le dit Ndeko Dadins, Dada, Mayuyu, il n'y a pas seulement l'écho extérieur, mais des blessures intérieures.
J'en ai parlé des blessures intérieures. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous voyez des fois des femmes sur Facebook qui étalent des grands sourires, qui montrent leur maison, leur voiture. Derrière, voilà, je suis revenue, hein, je suis désolée, on a perdu d'autres personnes au passage. Ça bug, hein, c'est mon réseau qui est un peu merdique, on va dire. Donc voilà, le sujet est tellement vaste, comme disait ma soeur Clarisse. Je vois qu'il y a plein de sœurs qui veulent rentrer, mais je pense qu'on va encore ressusciter le débat. Je vais contacter toutes les sœurs. Contactez-moi plutôt en privé, c'est plutôt à vous de me contacter en privé si vous êtes d'accord pour qu'on ouvre vraiment un débat là-dessus. Qu'on en parle sans mâcher nos mots, parce que bon, là, c'était vraiment quelque chose d'impromptu. Contactez-moi en privé. Si vous avez besoin d'une oreille, je suis là, je suis votre sœur, je suis aussi votre maman, je peux vous écouter. Je ne suis pas une pro, mais ayant vécu ça, je pense que je peux encore mieux comprendre la situation que certains psychothérapeutes ou certains psychiatres, etc. Parce que j'ai vécu ça et que je peux en parler et j'ai cette légitimité pour en parler. Voilà. Donc, pour ceux qui ont rejoint le direct seulement maintenant, le sujet, c'était la violence faite aux femmes, les violences conjugales. J'ai donné le témoignage qui est le témoignage de ma vie. Peut-être que d'autres, ça va les choquer. Peut-être aussi certains membres de ma famille seront choqués, mais je n'en ai que. I don't care. I really don't care. Et Talingaïté, je ne suis pas là-dedans. J'en parle parce que voilà, la parole libère et que peut-être que mon témoignage peut aussi fortifier d'autres sœurs qui sont aujourd'hui dans la détresse, qui sont dans la douleur. Comme ma sœur Clarisse l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire du buzz, je ne suis pas là pour m'exposer. C'est pas quelque chose qu'on dit facilement. Ce qu'on a, on a vécu, c'est une souffrance, c'est une douleur. Donc, c'est pas quelque chose dont je me vante pour faire le buzz sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, non. C'est quelque chose d'intime. C'est pas facile de parler ainsi de son intimité. J'ai des enfants, j'ai une famille qui peuvent aussi indirectement qui peuvent être touchés et peut-être blessés par mon témoignage, mais je pense que mes enfants comprendront parce qu'ils l'ont vécu. Et juste une dernière chose euh, pour vous dire ce qui m'a surtout réveillée, parce que on m'avait demandé qu'est-ce qui a fait que tu as pu comment dire, avoir un sursaut comme ça. Bon, c'est une phrase que ma fille a dit. Ma fille, elle avait 9 ans quand ça s'est passé, ce jour-là. Après une énième scène de violence, on est resté avec ma fille dans ma chambre. Elle m'a dit, tu sais, maman, parce que moi, j'hésitais à mettre fin à tout ça à cause de mes enfants. Ma fille m'a dit une chose, elle avait que 9 ans, que Dieu la bénisse. Elle m'a dit, tu sais, maman, je préfère qu'on soit heureux tous les trois, donc c'est-à-dire elle, son frère et moi, que malheureux tous les quatre. Ça, c'est quelque chose qui a fait un tilt, qui a fait il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je m'inquiète pour eux. Je me dis, je n'ai pas envie de briser ce mariage parce que je veux que moi qui ai grandi dans un foyer monoparental, qui suis issue d'un foyer monoparental parce que ma mère m'a élevée seule après le divorce d'avec mon père, je ne voulais pas faire vivre ça à mes enfants. Je ne voulais pas me marier pour divorcer, pour que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Parce que j'ai quand même eu le manque de ce père. Même si mon père était il n'était pas présent physiquement, mais justement, il était à des milliers de kilomètres de moi, même si après, une fois que je suis devenue une femme, on s'est rapprochés, etc. Et que je l'embrasse d'ailleurs, il est présent dans ma vie, il me donne des conseils. C'est un serviteur de Dieu, un intellectuel, quelqu'un qui me comprend et qui me soutient dans ma lutte. J'ai manqué quand même de cette présence paternelle. Et je ne voulais pas imposer ça à mes enfants. Mais je me suis dit, mais ma fille de 9 ans qui me fait raisonner, qui me dit, maman, je préfère qu'on soit heureux tous les trois que malheureux tous les quatre. Cette phrase, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas heureuse. C'est pas la peine de faire semblant. C'est pas une voiture qui va acheter mon bonheur. C'est pas une maison. C'est pas le mariage qui va
définir qui je suis ou mon bonheur. Donc j'ai arrêté tout ça, voilà. J'avais des fautes, je ne suis pas parfaite, je suis humaine. Je lui ai certainement fait du mal à lui aussi, mais sauf que moi, le mal que je lui ai fait, je ne lui ai pas rendu par les coups. Ça peut être aussi, bon, bien sûr, y a des paroles qui peuvent être blessantes. Surtout nous les femmes, on a tendance à sortir aussi des paroles qui peuvent blesser, mais ces paroles-là ne peuvent pas devenir sujet à, à des coups, vous voyez, ne peuvent pas devenir sujet à des coups et jusqu'à amener, comme on l'a vu pour la sœur Linda et des milliers d'autres femmes dans le monde, euh, une femme à la mort. J'ai perdu une cousine comme ça qui a été défenestrée à l'âge de 19 ans du 11e étage par son fiancé qui était boxeur professionnel. Il l'a tabassée, il l'a laissée nue et elle avait tellement peur, elle a eu tellement peur qu'elle s'est jetée du 11e étage pour échapper au coup de son mari. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui me touche dans ma chair. C'est pas quelque chose comme ça que je parle juste pour le plaisir de parler. Non, j'ai vécu des choses comme ça dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis. Moi-même, je l'ai vécu. Donc voilà, femmes, libérez-vous de ces mariages qui sont devenus des prisons dorées. Pensez à vos enfants. Vous êtes, comme je dis, vous êtes, avant d'être la femme de quelqu'un, vous êtes l'enfant de quelqu'un, vous êtes peut-être la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas vous sacrifier votre corps, sacrifier votre vie, finir dans un cercueil, 6 pieds sous terre, au nom de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du masochisme, c'est de la torture, c'est tout sauf de l'amour. C'est pas de l'amour. Quand on aime, on ne fait pas souffrir l'être qu'on aime, on ne fait pas souffrir la femme qu'on aime. Donc, ne cherchez pas à rester dans des mariages pour plaire, vous conformer à une image sociale, familiale, etc. Parce que quand vous retrouverez dans votre cercueil, vous serez seul. Vous voyez, on vient, on est seul, on meurt aussi, on part aussi seul. C'est vos familles qui vous manqueront, c'est vos familles qui vont être dépossédées de leurs filles, de leurs sœurs, de leur mère, etc. Et ce salopard qui vous a mis entre 4 planches continuera sa vie tranquillement. Il verra peut-être de la prison, peut-être pas, surtout dans nos pays où l'impunité est de mise, où l'injustice règne. Il suffit qu'il soit influent dans la société, qu'il soit politicien, qu'il ait un peu de pouvoir, qu'il ait de l'argent. Il peut très bien sortir de prison ou même ne pas mettre les pieds en prison. Et puis un jour, il va se remarier parce que voilà, il a une stature sociale qui va attirer d'autres femmes. Malgré qu'il ait envoyé une femme à la tombe, eh ben, il va se remarier, il va, voilà, parce que nous aussi, mes sœurs, nous aussi, il faut qu'on cesse d'être matérialiste comme ça. Tu vois un homme avec une belle situation, une belle maison, une belle voiture, un bon travail, etc. Ça ne veut pas dire que cet homme à l'intérieur, il est bon. Vous voyez, les apparences sont trompeuses. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Et faisons attention, nous les mamans aussi, là, faisons attention aux hommes que nos filles fréquentent. Ne soyons pas seulement attirés par le matériel. N'envoyez pas vos filles comme ça à l'abattoir, à la boucherie, à la mort. Voyez. Et puis évidemment, en tant que femme, parce que tout à l'heure j'ai vu quid de la violence faite aux hommes, excusez-moi les hommes, souffrez quand même que je m'adresse à mes sœurs, parce que quand même les statistiques prouvent que ce sont les femmes qui sont le plus victimes de violences conjugale. Bien évidemment, il y a aussi un sujet tabou, si vous voulez, mes frères, on en reparlera un jour. Je m'adresserai aussi à ces sœurs, à ces femmes qui frappent leurs mecs. C'est encore plus honteux parce que les hommes ont du mal à libérer la parole. Oui, il y a des hommes battus, nous le savons, mais aujourd'hui, le sujet, permettez-nous, en tant que femmes, pendant ce mois qui est dédié à la femme, que je m'adresse à mes sœurs, parce que quand même, elles restent les premières victimes des violences conjugales. Mais cela n'excuse pas le fait qu'une femme peut violenter aussi son mari ou ses enfants ou je ne sais pas quoi, à moins qu'elle se défende de son mari justement en état de légitime défense. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ne jugez pas une personne selon comment dire, sa position sociale. Ne jugez pas aussi une personne selon son statut social. C'est pas parce que une femme a 40 ans qu'elle élève ses enfants, qu'elle refuse le mariage ou quoi, ou qu'elle n'arrive pas à trouver un mari. Vous ne connaissez pas son vécu, donc ne la jugez pas là-dessus. Peut-être qu'elle a été mariée malheureuse et que ben voilà, elle est effrayée
par le fait de s'engager à nouveau dans le mariage. Mais évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça. J'ai rencontré aussi quelqu'un de bien qui me met à l'aise, qui me respecte en tant que femme, qui me soutient dans mon combat. Mais le mariage, pour moi, n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, je réfléchirai à 2 fois avant de repasser devant Dieu et de me lier à quelqu'un, voilà, à cause de mon vécu. Maintenant, si c'est un sujet de moquerie, c'est vous, mes frères, mes sœurs, qui poussez des fois vos sœurs au désespoir. Parce que une femme d'un certain âge, dans la société africaine qui n'est pas mariée, c'est un sujet de honte. Oh, on commence à se poser des questions, mais elle, là, vraiment, elle a 28 ans, 30 ans, mais elle n'est pas mariée. Pourquoi elle n'est pas encore mariée, oh? Pourquoi elle n'a pas encore d'enfant, oh? Mais entre-temps, peut-être qu'elle a 30 ans, mais elle a accompli plus de choses que toi, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'elle est diplômée, elle a des diplômes, peut-être qu'elle prend le temps de se cultiver, de s'éduquer, de voyager, de voir le monde, de voir autre chose. Comme ça, quand elle sera dans la maison du mariage, quand elle sera au sein de son mariage, elle ne regrettera pas. Pourquoi vous voulez pousser absolument les femmes à se marier coûte que coûte? C'est quoi? C'est quoi cette dictature machiste, cette vision machiste de la société qui fait dire qu'une femme qui n'est pas mariée a forcément quelque chose à cacher, un défaut, ou peut-être qu'elle est sorcière, ou peut-être qu'elle a des maris de nuit. Mais attendez, vous aussi les pasteurs là, hein? Une femme qui n'est pas mariée, mais prie seulement, Dieu lui donnera son mari en son temps. La femme, elle n'est pas mariée, vous allez la faire passer, l'humilier devant toute l'église, commencer à lui mettre les mains, prêcher et commencer à chasser des démons. Oh, je chasse l'esprit de sirène, je chasse le mari de nuit. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'elle a un mari de nuit? Est-ce que vous êtes dans les plans de Dieu, hein? Dieu fait les choses en son temps. Vous, vous êtes qui pour imposer à la femme qu'elle doit se marier absolument? Si elle n'est pas mariée, elle a des maris de nuit, elle a un esprit de sirène, etc., etc. Mais si la femme veut faire des choses, et d'abord s'accomplir peut-être socialement, s'accomplir en tant que femme, elle a peut-être elle est ambitieuse, elle a des objectifs dans la vie. Hein? Le mariage, c'est pas tout. Hein? Au lieu de pousser vos filles à se marier, poussez-les à étudier, poussez-les à se cultiver, poussez-les à s'éduquer. Hein? Vous les aiderez. Est-ce que c'est le mariage qui va édifier vos filles, qui va leur donner la sagesse, l'intelligence? Et vous, les chrétiens, là, les chrétiennes, est-ce que c'est le mariage qui va vous emmener au paradis? Est-ce que Jésus-Christ, là, que vous priez, que vous glorifiez, est-ce qu'il est mort pour que vous soyez, que vous soyez sauvés pour le salut de vos âmes, ou bien il est mort pour que vous soyez mariés? Mais enfin, soyons sérieux. Vous voyez? Donc, mes sœurs, il y a tellement à dire. J'avais prévu de faire court, mais on est parti, bon, voilà, on est parti dans un truc, c'est tellement important qu'il fallait que ça soit dit. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi ce direct. Je remercie ma sœur Clarisse encore d'être intervenue. Je remercie mes sœurs. J'ai essayé de faire entrer 1 ou 2 sœurs, mais malheureusement, elles ne répondaient pas. Et là, je suis prise un peu par le temps. Donc, on va encore en débattre la prochaine fois. Ce n'est pas terminé. C'est un sujet qui n'a pas de fin parce que tous les jours, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Donc, c'est un sujet à rallonge. On aura le temps de le développer de toutes les façons possibles, de façon économique, de façon politique, etc. Qu'est-ce que ça coûte aussi quand ces femmes sont battues? Vous frappez une femme, vous l'envoyez à la mort. Peut-être que cette femme pouvait sauver sa nation. Peut-être que cette femme était vouée à éduquer ses enfants, peut-être à mettre au monde un futur président, un futur ministre, un futur docteur qui allait découvrir je ne sais quel vaccin en Afrique. Vous voyez? Donc, honorer les femmes. Évidemment, nous, les femmes, ne profitons pas aussi, entre guillemets, de notre statut de femme pour, ben voilà, exciter les hommes, inciter les hommes à la colère, bien que je dise qu'aucune colère ne justifie les coups. Mais en tant que femmes, soyons aussi sages dans nos relations, soyons aussi sages aussi dans notre façon d'aborder aussi l'homme, hein, qui n'est pas notre ennemi, qui est censé être notre conjoint, notre partenaire. Sachons aussi respecter aussi ces hommes, tout comme le respect que nous demandons aux hommes, nous devons aussi les respecter en tant qu'hommes, en tant qu'individus. Je ne suis pas là pour faire du féminisme façon féminin,
en disant que voilà, tous les hommes sont des salauds, tous les hommes sont à mettre dans le même sac. Non, ma soeur, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Nous sommes seulement tombés, toi et moi, sur des spécimens à part, des hommes qui n'étaient pas éduqués et qui nous ont fait subir ça. Voilà, tous les hommes ne sont pas, il y a des hommes qui sont des perles, il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes, qui sont fiers de leurs femmes, qui les poussent à aller de l'avant, qui les valorisent et qui les poussent à s'émanciper. Tous les hommes ne sont pas des salauds, mes frères, ne le prenez pas tous pour vous. En tout cas, celui qui se sentira piqué par ma vidéo, c'est que tu tabasses ta femme, oh. C'est que tu la fais souffrir, oh. Parce qu'un homme digne de ce nom, hein, il encourage sa femme, à parler, il valorise sa femme. Les vrais hommes ne peuvent pas être choqués pour mon discours. Les vrais hommes applaudiront mon discours, applaudiront le discours des femmes pour qu'elles libèrent la parole et qu'elles sortent de ce carcan de la violence. Les vrais hommes condamneront la violence et ne chercheront pas à savoir, mais pourquoi il t'a tapé? Pourquoi il te tapait? Hein, Mayou, peut-être que tu faisais quelque chose qui l'énervait. Hein? Peut-être que Mayou, tu parles aussi trop. Peut-être aussi c'est ça qui énervait ton ex-mari. C'est pour ça qu'il te tabassait. Vous voyez, il y a toujours une raison. Pourquoi il te tape? Pourquoi elle est morte? Peut-être qu'elle l'a trompé. Et même si tu trompes ton mari, est-ce qu'il doit t'envoyer au cimetière? Si nous, les femmes, là, on tuait tous les hommes qui nous trompaient, mais il n'y aurait plus d'hommes sur cette terre. Enfin, voyons. Pourquoi vous allez chercher pourquoi il t'a frappé? Mais pourquoi quoi? Pourquoi il me frappe? Parce que j'ai parlé? Est-ce que mes paroles peuvent être blessantes, mais toi, tu me donnes des coups qui peuvent m'envoyer au cimetière. Est-ce que c'est comparable, mes frères? Soyons sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ne cherchez pas à savoir pourquoi une femme est victime de violence, pourquoi un homme a frappé sa femme jusqu'à l'amener à la mort. Condamnez premièrement la violence. Vous voyez? Condamnez premièrement la violence. Et ensuite, on en discute. Mais ne venez pas dire, ben oui, mais vous aussi les femmes, vous avez des grandes gueules, vous les cherchez, des fois c'est bien fait pour vous, une claque de temps en temps pour vous remettre les idées en place. Mais toi, tu es qui? Et toi, quand tu vas me tromper là, ou tu vas me manquer de respect devant mes enfants, etc., qu'est-ce que je peux faire pour te remettre tes idées en place, à part parler? Moi, je n'ai que ma parole. Mais vous avez des points, etc. À part les femmes aussi qui sont costauds et qui tabassent aussi leur mari. Vous voyez, c'est pas aussi une solution. C'est pas ça que j'encourage. Défendez-vous dans le cadre de la légitime défense, bien sûr, mais ne prenez pas cette excuse pour commencer à tabasser vos maris. Après ça, on va dire, oh oui, mais la sœur Yu, elle a dit, oui, il faut frapper nos maris. Non, je ne vous ai pas dit de frapper vos maris. Vos maris, vous devez les respecter. Tout comme vous, mari, vous devez choyer, respecter vos femmes et les valoriser. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, il y a tellement à dire. Je vais vous abandonner là un peu. J'espère que mon témoignage a pu peut-être édifier, fortifier certaines de mes sœurs. Merci pour votre temps. Merci pour vos interventions. Je ne peux pas répondre malheureusement à tous ceux qui écrivent ici. Mais je vous remercie de m'avoir suivi. On est ensemble. Et puis, mes sœurs, tenez bon, vous n'êtes pas seules. Et je le répète encore, celles qui n'ont pas le courage de m'écrire ici, vous pouvez me contacter en privé et je me ferai une joie de vous écouter. Si vous avez besoin juste d'une oreille attentive pour vous écouter, parce que vous n'osez pas en parler à vos pasteurs, vous n'osez pas en parler à vos familles, moi, je suis là pour vous écouter en tant que votre sœur, en tant que maman, en tant que femme africaine, en tant que femme, tout simplement, dans cette société. Je suis passée par là, donc je pense que je suis la plus à même à comprendre vos souffrances, votre douleur, ce que vous ne dites pas, ce que vous cachez derrière les sourires, etc., etc. Je vous aime beaucoup, mes sœurs. Je vous remercie. Et puis mes frères aussi, bien entendu. Je n'ai rien contre les hommes. Je ne suis pas là pour militer contre les hommes. Non, non, au contraire. Mes frères, on a besoin aussi de vous. Vous, les frères qui êtes conscients, on a besoin de vous pour que vous diffusiez aussi ce message auprès de vos frères. Et peut-être que ça peut aussi les édifier, que ceux qui pratiquent ce genre de choses, qui frappent leurs femmes, que ça puisse aussi peut-être les faire raisonner pour que ils arrêtent cette barbarie, quoi, parce que c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, ça n'honore pas l'homme, donc voilà, soyez bénis où que vous soyez. Merci à tous de m'avoir suivi lors de ce direct et à très bientôt. Et je pense que on va en reparler encore. Le mois de mars n'est pas terminé. Moi, je suis ouverte pour un débat, pour que ça soit à la radio, à la télévision, même ici sur le net.
je suis ouverte du moment que nous parlons hein, librement, sans insultes, sans... voilà, je suis à votre disposition. Et puis, bon, voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous garde. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, voilà. Merci encore pour tous vos soutiens, vos encouragements. Et voilà, restez bénis. Et puis, le combat continue. Femmes, levez-vous, brisez le silence, ayez le courage de dire non. N'oubliez pas le hashtag je dénonce ou je meurs. Dénonce ton kuluna, qui veut dire dénonce ton voyou. Donc, brisons le silence. Brisons le silence. C'est comme ça que nous aurons la liberté. Ingeta, 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 mes sœurs, que Dieu vous garde. Vive la femme africaine et vive la femme congolaise. Bye yo.